à toutes et à tous. Alors moi aussi je suis hyper fier, comme Xavier Bertrand, d'être ici parmi vous. Je suis vraiment ravi de pouvoir parler RH aujourd'hui, puis surtout parler marque employeur. Alors la marque employeur, elle est effectivement extrêmement à la mode. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas 3, 4, 5 articles qui sortent sur la marque employeur, des webinars, des infographies. Rien que ce matin, j'ai reçu 3 alertes sur le sujet. Être à la mode, ce n'est pas une tare. Mais le sujet est bien ancien, et Jean-Michel l'a évoqué. En fait, Didier Pitlet, qui est expert et précurseur du sujet, qui a d'ailleurs une keynote aujourd'hui que je vous invite à aller voir sur la culture et la marque employeur en début d'après-midi, a déposé le concept de marque employeur LNPI depuis plus de 20 ans. Donc c'est un sujet à la mode, mais c'est un sujet d'une certaine manière relativement ancien. Je crois surtout que c'est un sujet très moderne. C'est-à-dire qu'il résonne avec vos enjeux RH, avec les enjeux des entreprises d'aujourd'hui, qu'il résonne aussi particulièrement avec les attentes des collaborateurs. En fait, ce que j'entends par moderne, c'est qu'il s'inscrit dans le temps présent. Alors, quel est le temps présent de nos organisations? D'une part, et je suis désolé de commencer par un terme belliqueux, c'est la guerre. Alors, pas la guerre militaire, hein, en tout cas pas en France, c'est la guerre économique. Elle est généralisée, les tensions économiques s'accroissent, ça s'accélère, si je puis dire, et l'imprévisibilité qui accompagne ces tensions économiques s'accroît également. Cette guerre économique, elle est évidemment généralisée, elle est au niveau international, au niveau européen, au niveau local, au niveau régional. Au niveau international, alors toute ressemblance avec ce qui se passe en Arabie Saoudite est purement fortuite. Parfois, la guerre économique entraîne la guerre militaire et réciproquement. Mais juste un exemple, vous prenez la guerre que livre Trump à la Chine est une guerre économique et aussi une guerre monétaire. Au niveau européen, on a beau être dans l'espace Londres, je ne parlerai pas du Brexit, mais si vous prenez le désaccord de l'Allemagne sur la non-signature de la France de l'accord Union européenne-Mercosur, notamment sur l'Amazonie, il y a évidemment derrière ça une concurrence économique. C'est un peu réducteur mon propos, mais c'est pour illustrer le propos. La guerre économique est généralisée et bien sûr, vous aussi, dans vos entreprises d'aujourd'hui, vous vous livrez une concurrence. D'ailleurs, cette concurrence qui s'accélère, donc, elle est intrinsèque à l'économie dans laquelle on se situe, qui est une économie de marché. La guerre économique, c'est le temps présent, elle s'accélère avec l'imprévisibilité. En parallèle de ça, il y a la tertiarisation de l'économie. Savez-vous combien de salariés, alors de personnes, dit en situation d'actifs occupés, pour être précis, travaillent dans le secteur tertiaire aujourd'hui? Un chiffre? Non? 76%. Autrement dit, toute cette partie-là de la salle travaille dans le secteur tertiaire. La part de l'agriculture dans la valeur ajoutée nationale est passée de 18% en 1949 à 10% en 1949 à 10% en 1960 et aujourd'hui, elle oscille entre 1,5 et 2%. Le monde a changé et il change extrêmement rapidement. Je parlais de guerre économique. Là, on assiste avec cette tertiarisation de l'économie et d'une certaine manière avec la digitalisation de l'économie, on en a un petit peu parlé sur la présence très forte des technos, à une rupture économique qui modifie nos relations de travail. Ce qui fait la différence et ce qui va faire de plus en plus la différence dans chacune de vos organisations, c'est bien évidemment l'homme. L'homme avec un grand H, l'homme et la femme. De sa capacité intellectuelle, son intelligence, de sa capacité même émotionnelle, de sa capacité d'adaptation, dépend le devenir de vos organisations. J'ai envie de dire, enfin, l'humain devient stratégique. Charles-Henri Besser-Dehort, ici, a écrit, je crois, il y a 25 ans, il y a 32 ans, pourquoi la fonction RH? Vers une gestion stratégique des ressources humaines. On y a mis un peu le temps, mais je pense qu'on y arrive. Faire fructifier, identifier ce potentiel humain, le développer, le conserver,
devient stratégique et évidemment, c'est à vous, professionnels des ressources humaines et du management, c'est vous qui en avez la charge. Guerre économique, tertiarisation de l'économie, et puis deuxième caractéristique un peu forte, si je mets la tertiarisation de l'économie dans la guerre économique, la guerre des talents, vous le vivez au quotidien, pour moi, elle se décline sur 3 dimensions. L'attractivité, mais pas que l'attractivité, la fidélisation et l'engagement. Tout d'abord, l'attractivité. On est en France dans un contexte totalement paradoxal. On souffre d'un chômage de masse, 8,4% au niveau national, 10,6% au niveau des Hauts-de-France, et pourtant, on a aussi des problèmes de masse à recruter. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour vous, mais les difficultés de recrutement s'accroissent. Quelques chiffres. Alors, je suis désolé, j'ai bien entendu Xavier Bertrand, les hommes ne sont pas les chiffres, mais parfois, les chiffres, c'est aussi intéressant pour essayer de factualiser un constat. Quelques chiffres sur les difficultés de recrutement. Selon la dernière étude BMO des mouvements de la main-d'œuvre de Pôle emploi, 51% des entreprises françaises ont des difficultés majeures, importantes à recruter. Donc la majorité d'entre vous ont des difficultés à recruter, je ne vous apprends rien. Ce qui me semble intéressant, c'est le chiffre de l'année précédente. C'était 47%, 47,4%, 7 points de plus cette année. Et l'année précédente, c'était 7 points encore de moins. En fait, on a pris 14 points en 3 ans. La tendance est comme ça aux difficultés de recrutement. Et c'est exactement ce que confirme aussi l'enquête Manpower au niveau mondial. 45% des entreprises ont des difficultés importantes à recruter. 45%, c'est le plus haut chiffre, plus haut score, si je puis dire, obtenu dans cette enquête de Manpower depuis que l'enquête existe, c'est-à-dire depuis 2006, ça fait 13 ans. Les difficultés de recrutement vont en s'accroissant. Mais il n'y a pas que la bataille de l'attractivité. Il y a aussi la bataille de la fidélisation. Ne l'oublions pas, car ça ne sert à rien d'attirer du monde si vous ne les conservez pas. Le turnover en France, c'est 16%, avec des écarts très importants d'une entreprise à l'autre selon les secteurs, mais 16% en moyenne. En fait, ce n'est pas le 16% ce qui est important. Il a doublé en 20 ans. Est-ce qu'on a doublé les moyens pour le mettre sous contrôle et le réduire, ce turnover? Je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, le turnover est de la responsabilité de qui? De la direction, des managers, de la fonction RH? C'est plus mou que le recrutement, qui est bien avec un service souvent ad hoc, même si cette responsabilité peut être partagée. Si je vous pose la question de combien de recrutements vous avez à faire d'ici la fin de l'année, ou même en 2020, je suis sûr que vous allez savoir me répondre. Et quel est votre objectif de turnover en 2020 par BU, enfin par grande direction? Je pense que la réponse va être plus difficile. N'oublions pas cette problématique de la fidélisation. 36,1%, je suis un peu contraire à ce que disait Xavier Bertrand, parce que je balance pas mal de chiffres. Mais 36,1% des CDI qui sont signés ne restent pas une année. Plus d'un tiers des CDI. Étude de la DARES sur 50 000 établissements français. 36,1% des CDI ne restent pas. Donc si on gagne la bataille de l'attractivité et qu'on perd la bataille de la rétention, on ne fait que accroître les difficultés de recrutement. En fait, le modèle RH aujourd'hui des entreprises, pour être un peu schématique, qui est issu probablement d'un modèle post-industriel, un peu taylorien et fordiste, c'est celui du tonneau des Danaïdes. L'eau du bain des talents se vide presque aussi vite qu'il ne se remplit. En fait, les équipes RH finissent par administrer un flux d'entrée, un flux de CV et un flux de sortie de STC, plutôt que de valoriser un stock de talents. On est sur une équation CV plus STC versus GPEC, pas au sens légal du terme, au sens opérationnel du terme.
Attractivité, fidélisation et bien sûr engagement. Si vous gagnez, imaginons que vous réussissiez à gagner ces deux batailles-là, et je vous invite à les gagner, celle de l'attractivité et de la fidélisation. Il y a une troisième bataille dans la guerre des talents, celle de l'engagement. 91% des salariés ne sont pas activement engagés. 91% des salariés ne sont pas activement engagés. Enquête Gallup. 26%, un quart, est activement désengagé. L'augmentation du désengagement et de ce que je pourrais qualifier d'absentéisme moral augmente. Vous prenez l'étude AG2R La Mondiale, Hemming AG2R La Mondiale, Malakoff Maderic qui a sorti des chiffres hier sur tant la qualité de vie, le bien-être des collaborateurs que l'absentéisme tout court, on augmente. Est-ce qu'il y a plus de raisons d'être malade aujourd'hui que dans les années 2000 ou dans les années 80? La réponse est factuellement oui. Oui. Aujourd'hui, en moyenne, dans le secteur privé, je précise dans le secteur privé, c'est 10,1 jours d'absence par collaborateur et par an. 10,1 jours, un demi-mois. Qui prend en charge cela dans la guerre des talents? C'est 3 500 € le coût par salarié et par an, en moyenne. 3 500 €. Dit autrement, encore un chiffre, et après, je vous assure, j'essaye d'éviter de vous balancer trop de chiffres. Si vous avez 1000 salariés, ça coûte 3,5 millions. Si on veut être business partner et contribuer directement au compte de résultats, il est nécessaire de mettre ça sous contrôle. Guerre économique, guerre des talents que vous vivez au quotidien. Et cette guerre-là, elle ne se gagne pas avec les armes du passé. On est au XXIe siècle. Essayons de ne pas utiliser les techniques du XXe siècle pour gagner ces deux batailles-là. Mais il y a une troisième guerre dans le temps qu'on vit. Et désolé de ne pas être dans des termes, encore une fois, belliqueux. C'est la guerre de l'attention. Vous voulez gagner les deux guerres précédentes, gagner la guerre de l'attention. Vous et moi, on est tous, malgré nous, des consommateurs en puissance. Des consommateurs d'information. Il y a même une infobésité. Les marques, les médias, tout le monde essaie de capter le célèbre temps de cerveau disponible, votre temps de cerveau disponible. Il en est de même pour les candidats, pour les collaborateurs, pour les managers. Le monde a changé. Il faut arrêter d'être intéressé par sa cible RH, mais il faut être intéressant pour elle. En fait, le paradigme de l'échange a changé. Il faut donner pour recevoir. C'est fini de pusher des offres d'emploi et d'attendre sagement, si je puis dire, les candidatures. Ce que je dis là, ça marche aussi pour le business. Hein. Les emailing, ça ne marche plus. Il faut intéresser sa cible. Et donc, pour intéresser sa cible, il faut s'en préoccuper. Il faut faire attention à elle, très certainement. Juste, il y a un tweet que j'aime bien, qui est le tweet de Sébastien, qui illustre un petit peu cela, et notamment le changement du rapport de force entre employeurs et collaborateurs. Sébastien nous dit sur Twitter, « Un jour, il faudra que les recruteurs comprennent que les candidats aussi sélectionnent les entreprises, parce que là, ceux que j'ai au téléphone échouent tellement à me donner envie que j'arrive même plus à faire semblant. » Le monde a changé, il faut que la fonction RH change aussi pour s'ancrer dans le monde contemporain. En fait, si elle se veut être transformatrice, et donc répondre à sa mission, elle doit aussi se transformer. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quid de la marque employeur? Et j'ai déjà dépassé plus de la moitié de mon temps de parole. La marque employeur, c'est un peu l'âme de l'entreprise. Et une entreprise qui n'a pas d'âme, c'est une entreprise qui n'a pas d'armes pour gagner les batailles précédentes. C'est un peu votre super pouvoir. Je suis en train de regarder le visuel et je me dis qu'auprès d'une audience de DRH, peut-être que le choix de la chemise déchirée n'est pas idéal. Je le changerai pour la prochaine fois. Alors la marque employeur, qu'est-ce que c'est? La marque employeur, c'est en fait la marque appliquée au RH, c'est-à-dire l'ensemble des attributs, de vos signes distinctifs, de vos caractéristiques, des caractéristiques de l'entreprise dans ses dimensions employeurs. Je dis bien ses dimensions employeurs, pas que dans sa dimension recruteur. Sinon, on parlerait de marque recruteur. L'entreprise, elle ne fait pas que recruter. Elle recrute,
c'est éminemment important. Elle insère, elle forme, elle développe les compétences, elle rémunère, elle paye, elle collecte les cotisations salariales, elle accompagne même le fisc dans vos déclarations d'impôts. Elle négocie avec les partenaires sociaux, parfois elle licencie, elle met en retraite, elle a une responsabilité sociale, sociétale, environnementale, elle a un ancrage territorial, donc elle a plusieurs dimensions et la marque employeur adresse toutes ces dimensions. D'ailleurs, à ce titre, elle adresse toutes les parties prenantes. Les candidats, bien sûr, mais pas que. Les collaborateurs surtout, les managers, l'équipe de direction, les partenaires sociaux, les acteurs de l'emploi, les organisateurs d'événements, les agences de marketing RH, donc les clients, vos fournisseurs. Elle adresse l'ensemble de ces parties prenantes. La marque employeur, c'est la réponse simple aux 3 questions suivantes. Pourquoi je vous rejoindrai en tant que collaborateur? Pourquoi je resterai chez vous et que je n'irai pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs, chez votre concurrent? Et pourquoi j'y serai investi, activement investi, engagé? La marque employeur, elle doit donc se conscientiser, se formaliser pour être partagée. Et surtout, cette réponse, qui se veut simple, ce n'est pas 150 slides ni 10 pages, c'est une page, ou quelques lignes. Hein. Elle doit surtout être homogène. C'est-à-dire que la réponse à ces questions, en fonction que ce soit Paul ou Jacques qui répondent, ça doit être la même. En fait, la réponse, vous l'avez souvent dans 2 axes. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de solution miracle qui répond à toutes les problématiques d'entreprise. Mais souvent, c'est dans 2 axes. D'une part, dans votre raison d'être, votre ambition humaine, votre projet RH, le projet RH qui accompagne le projet business. Ça, c'est le premier axe de réponse à ces 3 questions-là. En fait, la fonction RH, c'est un homme de lettres versus l'homme de chiffres. Un homme de lettres, mais aussi l'homme avec un grand H, encore une fois, l'homme du faire. Donc, on le retrouve, premier axe dans la raison d'être, 2, dans le savoir-faire, dans la manière de faire, dans la culture d'entreprise, dans les pratiques RH et les pratiques managériales. C'est souvent les 2 axes où on trouve la réponse à ces 3 questions. Il faut lui donner la patate à votre marque employeur. Patate, pomme de terre, désolé de ce jeu de mots, c'est juste pour ancrer l'acronyme patate, PDT, hein, en langage SMS ou sur une liste de courses. P pour pertinent, D pour différenciant, T pour transparent. Votre marque employeur, elle doit être pertinente, différenciante, transparente. Alors vous allez me dire, une marque employeur pertinente, bah évidemment, mais pertinente pas pour vous, dans ce que vous promettez. Il ne faut pas que vous, professionnels RH, ça résonne chez vous. C'est pour la cible que vous adressez. D'ailleurs, votre cible RH, quelle est-elle? J'utilise volontairement des termes marketing. Quelle est votre cible RH? Quels sont les sous-segments RH que vous adressez? Quand vous dites les candidats, ce n'est pas tous les candidats de la même façon. Quand les collaborateurs, pas tous les collaborateurs de la même façon. Quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs frustrations, leurs irritants? Et on constitue une cible et un sous-segment avec un ensemble homogène de personnes qui ont les mêmes attentes. Donc ça, il faut se préoccuper des attentes. Pertinent, ça veut dire répondre à ces attentes-là. Il y a 15 jours, j'étais avec une directrice de la formation qui était super contente de son plan de formation et c'est vrai qu'il était génial. Elle disait, nous on est le Xerox dans notre secteur d'activité, on a une académie, on développe les compétences. Et c'est l'axe majeur de notre marque employeur. Très bien. Est-ce que les candidats ont une attente? Est-ce qu'en entretien de recrutement, ils vous disent, ah, moi, est-ce que vous avez une académie? Est-ce que la formation est très importante, etc. Est-ce que ça répond à une attente? En l'occurrence, la réponse était non. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais il faut s'interroger sur est-ce que ce que j'ai à promettre, il y a une écoute derrière. Donc il faut que ça soit pertinent, et donc en amont de la pertinence, il y a une analyse à faire, qui est de dire est-ce que ça répond aux attentes de mon marché, et d'ailleurs quel est mon marché. Différenciant positivement. Si j'ai à vous vendre une voiture, et si je vous dis bonjour, voilà, moi je vous vends une voiture, et ma voiture elle a l'ABS, vous allez me dire, l'ABS, c'est pas différenciant. En fait, ce qui serait différenciant, négativement, c'est ne pas l'avoir. Donc il faut évidemment cultiver sa différence RH, la développer, mettre en exergue vos singularités. C'est pas facile de savoir ce que c'est. Il y a un travail là aussi d'introspection. Mettre en avant ce qui fait vraiment ce que vous êtes. Et mettre de façon positive. Il y a quelques mois, j'étais chez un DRH qui, sur le site, un DRH industriel, et sur son site carrière, plus de 3000 collaborateurs, il y avait pourquoi nous rejoindre.
Et donc pourquoi nous rejoindre? C'était la première motivation, c'est que vous êtes payé en temps et en heure. La deuxième, c'était on a des avantages chez eux. Et la troisième, on applique les contraintes légales en matière de formation. C'est pas différenciant. C'est même un peu différenciant négativement. Donc pertinent et différenciant. Et bien sûr, tout ce que je viens d'évoquer, ça doit être vrai. C'est la transparence, ou au moins l'authenticité. Je préfère même le mot de sincérité, mais ça ne marchait pas avec l'acronyme PDT. Sincérité, soyez sincère, ça doit correspondre, votre promesse, à ce qui est vécu, ce qui est perçu, à ce que les collaborateurs vivent au quotidien. Et prouvez-le. 3,5% de la masse salariale consacrée à la formation, je ne suis pas certain que ça parle à un candidat. 10 000 heures de formation stagiaire non plus. Hein. Donc essayez d'avoir des éléments de preuve tangibles, factuels, quantitatifs, pour mettre en exergue cette marque employeur. La marque employeur, c'est le bifidus actif de votre RH et même de votre business. Ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ne restreignons pas la marque employeur à la partie candidat et à l'attractivité. Ça ne marchera que si on aborde ce sujet-là de façon systémique et globale. Si vous gagnez la guerre des talents, certes, mais si vous perdez la guerre de la fidélisation et de l'engagement, ça ne marchera pas, aucune espèce d'intérêt. La marque employeur, ce n'est pas de la communication séduction de recrutement. C'est important, la communication, hein, très important. Mais en amont, il y a l'analyse et une démarche marketing. On ne gagne pas la guerre des talents avec une super campagne de com. Alors, quelle démarche adopter pour mettre en place cette dynamique de marque employeur? Alors, comme il me reste 5 minutes 52 secondes, je vais aller un petit peu vite. Vous avez, comme il a été dit, 150 exposants, vous avez une dizaine de keynotes qui abordent la marque employeur sous différents angles et qui traiteront de l'opérationnalité de la chose. Je vais prendre une anecdote pour synthétiser, en fait, à mon avis, le message essentiel de quelle démarche adopter. En début de semaine, j'ai vu un DRH dans un échange comme ça sur la marque employeur, et c'est un peu tous les sujets. De but en blanc, il me dit « Combien coûte une marque employeur ?» Et mal m'en a pris, je lui ai répondu bêtement 100K €. Et puis j'ai essayé de me raccrocher aux branches parce que ma réponse était un peu bête. Je lui ai dit, ah, ben, ça dépend quoi, un diagnostic, de l'ingénierie pédagogique pour les managers, une campagne de com, comme je viens de l'évoquer. En fait, ça dépend. Et en fait, la discussion a été terminée. 100K €, il m'a fait des yeux exorbités comme ça, il s'est fermé comme une huître, je ne pouvais plus échanger avec lui après. 100K €, c'était trop. Ça ne rentrait pas dans son business model à lui, dans les lignes du budget traditionnel. En fait, ce n'est pas 100K € que j'aurais dû lui répondre. C'est 1 million d'euros. 1 000 € par an par salarié pour gagner la guerre des talents, ça ne me semble pas forcément abusé. Alors après, on aurait pu rentrer dans une discussion, mais c'est quoi le ROI de tout ça? Les chiffres. Et c'est vrai, on est dans un monde de chiffres et il faut aussi se batailler avec les chiffres. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le RONI de tout ça? Le RONI, le Return on Non-Invest. Si vous n'y allez pas de façon globale, en adressant ce sujet comme un nouveau sujet, ne le rattachez pas au sujet traditionnel. Ça n'a rien à voir. C'est comme l'engagement, la transformation de l'organisation, la QVT. Si vous mettez des corbeilles de fruits dans votre entreprise, ok, ça peut se raccrocher à un certain budget. Mais si vous adressez sérieusement le sujet là, c'est un nouveau budget qu'il faut aller chercher. Et là, il faut passer du courage à l'audace. On y reviendra peut-être sur dans une autre conférence plus tard. Juste sur la démarche, en 3 mots, une démarche assez classique en fait. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas bien définir le plan d'action. Alors souvent, on arrive avec un problème et on attend une solution. Ça n'existe pas. Ceux qui vendent des solutions prêtes à l'emploi, ça ne marche pas. Donc il y a forcément une phase de diagnostic, une photo de l'existence sur vos pratiques RH, votre identité employeur, votre image employeur. Il y a la définition d'une cible aussi, en fait, c'est quoi la marque employeur cible que vous souhaitez qui accompagne le projet business, quels sont vos axes différenciants. Et on fait la différence entre cette photo de l'existant et la photo cible. Et ça nous donne un film, un plan d'action avec une priorisation de chantier. C'est une démarche hyper classique, mais qui est nouvelle sur ce sujet-là. Diagnostic existant, vision cible, plan d'action. Pour terminer mon propos,
Bien sûr que la marque employeur, une marque employeur bien pensée, elle permet d'améliorer l'attractivité, la fidélisation et l'engagement. Mais au-delà de ça, il y a 2 bénéfices qui me semblent particulièrement importants. D'une part, elle redonne du sens à l'entreprise. Elle redonne corps au D de DRH, celui de la direction, qui donne justement le sens à l'action. Et ce D-là, c'est aussi le D de la désirabilité de la destination commune, la destination collective, presque le bien commun. Où allons-nous ensemble? La marque employeur, elle permet de redonner du sens. Elle redonne aussi beaucoup de bon sens. On a oublié le bon sens, on est bourré de règles, de processus, d'injonctions paradoxales. On devient totalement schizophrène. Retrouvons le bon sens opérationnel, presque terrien. Retrouvons le b.a.-ba oublié du management. La marque employeur, comme elle cadre, elle structure, elle permet de retrouver ce sens-là et ce bon sens-là. Et ça donne une forme de cohérence en action, d'authenticité de l'entreprise. Pour terminer, Human Day, je crois que c'est l'humain au cœur de l'entreprise, c'est la petite signature. Alors je voudrais reprendre un propos de mon ami Patrick Bouvard, qui a aussi une keynote cet après-midi sur le télétravail et la marque employeur, que je vous invite évidemment à suivre. Patrick Bouvard est rédacteur en chef de RH Info. En fait, la marque employeur, ça permet évidemment de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais surtout de remettre l'entreprise au cœur de l'homme. Quoi demander de plus quand on appartient à la fonction ressources humaines? Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous ai trouvé très patate, pertinent, différenciant. Et transparent. Et puis transparent, cash, hein, vous dites les choses. Et l'image est intéressante. Vous savez que 2 pommes de terre sur 3 du marché français sont produits dans les Hauts-de-France. Eh ben, je ne savais pas, j'aurais pu faire le lien. Une question sur le tempo. Vous dites qu'une marque employeur, c'est l'âme de l'entreprise. Vous nous avez donné les 3 points d'entrée. C'est très clair. Le directeur commercial de l'entreprise qui a 5 recrutements de commerciaux à faire, il est client interne de la RH, il s'adresse à la RH et en général, il me les faut pour la semaine prochaine. Comment peut-il prendre en compte, parce que je sens qu'il y a du temps long là dans la marque employeur, comment la RH peut-elle lui vendre l'évidence de c'est pas comme ça que ça se passe? Alors, il y a 2 réponses en fait à ça. D'une part, pendant les travaux, la vie continue. Et effectivement, il y a une injonction auprès de la fonction RH sur vite, moi, mon commercial, mon opérationnel, j'en ai besoin maintenant. Donc, il faut continuer à faire comme on faisait hier, continuer à recruter. On ne va pas tout arrêter, construire, faire de l'introspection, un diagnostic de marque employeur, la construire. Il y a aussi une démarche un peu collaborative. Évidemment, il y a de la co-construction. Ça prend du temps. Donc, il faut continuer à faire comme avant. Après, il y a un certain nombre de quick wins dans cette démarche de marque employeur. En fait, il y a plein d'irritants. Quand je parlais de bon sens, juste une anecdote, on fait des interviews de candidats que vous voulez voir vous rejoindre et qui ne vous ont pas rejoint. Et comme ils sont polis, ils vous ont dit non, parce que mon conjoint, ma conjointe, en fait, ils vous ont donné une raison, mais nous, on va aller vérifier cette raison-là. La plupart du temps, on tombe sur des raisons extrêmement prosaïques. Par exemple, j'ai attendu une demi-heure dans le hall, je suis rentré dans un bureau immensément bordélique et le manager m'a vanté les 2 valeurs de l'entreprise, la ponctualité, la convivialité et l'ordre. Là, il y a une dissonance. Donc le fait de pointer ça et de le corriger assez rapidement permet en fait d'apporter la preuve au manager, et c'est ce qu'il faut parce qu'on est sur le temps long, donc il faut bien lui apporter la preuve, il faut lui générer de la confiance sur le fait que ça va marcher. Mais une démarche de marque employeur, c'est long, c'est effectivement... en fait, c'est un sillon qu'on creuse en longueur et en profondeur. Et c'est difficile de montrer la plante à laquelle on va aboutir d'ici quelques temps. Donc il faut quand même lui montrer quelques éléments. Comme vous avez été top au niveau de l'horaire, je peux me permettre de prendre 2 questions. Et pendant que vous signalez, je vous invite à abuser du hashtag HumanCentric toute la journée pour
communiquer, diffuser tout ce que vous entendez et tout ce que vous partagez au cours de cet événement. Par ailleurs, vous pouvez aller sur le site humanday.fr et il y a alors humanday.fr/événement et vous pouvez réagir, poster un point qui vous a frappé. N'hésitez pas, on en a besoin aussi de cette matière. Allez, 2 questions. Qui y va? Oui. Ah bah. L'homme du livre d'il y a 32 ans. Thomas, tout à l'heure, tu as parlé de la guerre des attentions. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette notion qui est arrivée il y a quelques années, la symétrie des attentions? Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur les attentions avec la notion de symétrie? Alors, la symétrie des attentions, c'est ce qui fonde le principe de l'expérience collaborateur, qui est un autre sujet que la marque employeur, mais qui est très connexe. En fait, c'est le principe, c'est un des fondements de cette démarche-là, qui nous vient de l'Institut du service, je crois, qui est une marque déposée d'ailleurs, la symétrie des attentions. Oui. C'est le principe de base qui, grosso modo, dit si vous voulez que vos collaborateurs agissent d'une certaine manière vis-à-vis des clients, eh ben, comportez-vous vis-à-vis d'eux de la même manière. C'est l'effet miroir, hein, c'est le principe d'éthique de la réciprocité, très simple. En fait, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, parce que le « on », quel est-il dans la symétrie des attentions? On doit se comporter vis-à-vis du collaborateur d'une certaine manière, qui lui doit se comporter vis-à-vis des salariés. Le « on », c'est le management. Ah, le manager doit se comporter d'une certaine manière, par exemple réactif, proactif, de manière personnalisée, etc. Mais en fait, c'est une symétrie des attentions en cascade. Donc, et l'acteur principal de ça, celui qui va faire vivre la symétrie des attentions, c'est vous, les professionnels RH. Si ça ne commence pas par vous, et par l'équipe de direction dans une dynamique d'exemplarité, ça ne marchera pas. On pourrait développer longtemps, en fait, c'est un vrai sujet assez long. Ça passe par la symétrie des attentions. C'est une bonne démarche hein, à utiliser concrètement. Lorsque j'écris ma marque employeur, mon âme, la symétrie des intentions, c'est... En fait, je pense qu'il ne faut pas... C'est une technique obligatoire. En fait, il y a plein de sujets qui sont tous des mots valises. Engagement QVT, expérience collaborateur, marque employeur. La marque employeur, c'est une cible, c'est une promesse, c'est une destination. L'expérience collaborateur, c'est un chemin, c'est un vécu, c'est le ressenti des collaborateurs. C'est une manière d'y arriver. Et le digital, d'ailleurs, est un outil pour y arriver plus ou moins rapidement. La marque employeur, pour moi, est un cadre et on doit agir sur l'expérience collaborateur pour atteindre cette marque employeur. Ce n'est pas l'inverse. L'expérience collaborateur ne me semble pas être une fin en soi. C'est un moyen aussi de la marque employeur. Donc, mais elle est évidemment extrêmement importante. On n'atteint pas une bonne marque employeur si on n'a pas une bonne expérience collaborateur. Et ça commence par évaluer les attentes et les perceptions.